Kaveh Mosseni, bonjour. Il est actuellement en Iran un président qui ne ressemble ni à un ayatollah, ni à un représentant religieux. Il est pourtant président de la République islamique d'Iran. Expliquez-nous comment fonctionne le régime iranien et quelle est la relation entre les courants iraniens qui gouvernent vraiment l'Iran aujourd'hui. Le régime iranien est un faux république. En fait, c'est une fausse république. Ce qui passe en Iran, c'est que avant, il y avait une monarchie constitutionnelle qui était un État ouvert à Israël, ami d'Israël. Il y avait un consulat d'Israël en Iran et vice-versa. Et l'Iran fournissait du pétrole à Israël, parfois contre l'avis des Américains. Comme par exemple en 1979, Carter voulait faire pression sur Israël et avait demandé au Shah de ne pas fournir du pétrole aux Israéliens, et le Shah avait refusé. Donc en fait, ce qu'il y a eu après, c'est un régime différent. Et qu'il voulait signifier que c'est différent, ils l'ont appelé république. En fait, ce n'est pas vraiment une république, ce n'est pas la monarchie tolérante des Pahlavis, c'est autre chose. Alors, pour satisfaire ceux qui avaient aidé cette révolution, c'est-à-dire l'administration américaine de Carter, qui avait des projets un peu bizarres pour cette région, et les Français aussi, qui avaient fourni l'avion et le gîte à l'ayatollah Khomeini. Ce qui s'est passé, c'est que pour satisfaire ces gens-là, ils ont donné un décorum républicain à ce régime. Il y a un président, il y a une assemblée, il y a des sénats, il y a des commissions d'enquête, il y a toute forme de commissions et de groupes. En fait, il fallait trouver des postes et des boulots pour l'innombrable mollahs qui existaient en Iran et leur trouver des salaires et qu'ils tissent leur réseau. En fait, le régime est exercé depuis toujours par le demi-frère de Khomeini, qui est Rafsanjani. Il faut savoir que la mère de Khomeini s'est mariée plusieurs fois. Cela tient à la condition de la femme en islam. Les femmes n'ont pas de revenus et n'héritent rien. Donc il faudrait qu'ils se remarient, et souvent ils se remarient pour créer des alliances entre les familles. Donc, demi-frère de Khomeini, Rafsanjani, c'est lui qui donnait les décrets de désignation des premiers ministres du temps de Khomeini. Et ce qui s'est passé, c'est à la mort de Khomeini, cet même homme a traficoté le testament de Khomeini et il a choisi le nouveau guide suprême. Donc, officiellement, en Iran, le pouvoir exercé par le guide suprême, qui a tous les pouvoirs, c'est Khomeini, c'est le remplacement de Khomeini, c'est l'image de Dieu sur terre, mais en fait cet homme est un pantin de Rafsanjani, et c'est lui qui décide tout ce qui se passe en Iran. D'ailleurs, il a créé une institution à son image, qui est le conseil de discernement du bien de l'État. C'est l'organe qui décide de toutes les politiques de l'Iran dans tous les domaines. Donc le reste, le président, les ministres, tout ça c'est un décor, c'est Rafsanjani qui décide et les autres appliquent. Alors pourquoi Ahmadinejad est arrivé au pouvoir? Il faut remonter dans l'histoire de la République islamique et il faut voir ce qui s'est passé en 1997 quand Rafsanjani avait participé à des meurtres d'opposants en dehors de l'Iran. Un tribunal berlinois l'avait condamné pour complicité. Il est sous mandat d'arrêt international. Les contrats sont arrêtés en Iran. Il choisit parmi ses conseillers un homme que personne ne connaît, qui est souriant, c'est Khatami, qui était son conseiller culturel, son ministre de culture, alors qu'il tuait des gens, alors que c'était un régime répressif. Donc il choisit cet homme, il approuve sa candidature, parce que pour être président, il faut que votre candidature soit approuvée, et il sort des urnes, et les gens l'applaudissent. Le lendemain, quelques semaines après, Total revient en Iran et passe ses premiers contrats en Iran. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 1985, ce régime a commencé à vouloir réanimer un projet qui est cher au monde de l'islam, que l'islam puisse avoir sa bombe islamique. Donc depuis 1985, ils ont commencé un programme nucléaire, et en fait, mon opinion, c'est que
l'avènement de Khatami, c'était pour endormir les Européens, dire cet État est pacifique, il se réforme, ne vous inquiétez pas. Arrive 2003, découverte de programme nucléaire par les Américains, photosatellites. Khatami dit nous voulons avoir la maîtrise du cycle nucléaire, c'est qu'ils n'ont pas changé de dire depuis 2 ans. Négociation, les Européens ont cru qu'ils pouvaient acheter les mollahs par des offres comme entrer à l'OMC et d'autres offres commerciaux comme l'Iran devient le fournisseur attitré de l'Europe en matière de pétrole, ce qui est quand même inconscient et dangereux. Et les mollahs font semblant de marcher, tout ça pour gagner du temps, et arrive Ahmadinejad qui rompt tout. Donc je pense qu'en fait c'est une politique pour amener les négociations, les rompre, les renégocier et ainsi gagner du temps et avancer petit à petit les affaires nucléaires qui continuent depuis 18 ans, aujourd'hui depuis 20 ans. Et le peuple iranien, parce que Nejad tient des propos qui alimentent l'incohérence et l'absurde. Est-ce que le peuple iranien rit ou pleure? Alors juste pour vous reprendre, c'est Ahmadinejad, c'est un nom mixte. Au départ, les Iraniens ont ri parce qu'ils n'avaient pas voté pour ce type. Il faut savoir qu'au lendemain de la révolution islamique, l'Iran est entré en guerre après les incitations de Khomeini à faire une révolution islamique en Irak et entré en guerre avec l'Irak. 1 million de jeunes sont morts sur des mines. 1 autre million a été complètement saccagé. C'est des gens qui ont été gazés, qui sont mutilés. J'en ai dans ma famille. J'ai un de mes cousins qui était commandant de l'armée et il est devenu fou. Hein, on peut le dire, il court dans les rues, il hurle, il est irrécupérable. Ces 2 millions de personnes complètement anéanties, si on prend leur membre de famille, on arrive à un nombre de 20 millions de gens dont la vie a changé. 20 millions qui sont parmi les plus pauvres. Donc quand on me dit les pauvres ont voté à Ahmadinejad, ça ne tombe pas sous le sens. Autant que dans aucun des pays du monde, les pauvres ne votent jamais. Donc en fait, il est loin d'être le candidat populaire. Le régime avait besoin d'amener au pouvoir quelque chose qui soit radicalement différent des réformateurs pour finalement rendre populaires les réformateurs qui ne l'étaient pas. Parce qu'ils avaient abandonné les étudiants, ils avaient fait beaucoup de bêtises et l'économie avait complètement échoué. Au début de son élection, les gens ont commencé à l'appeler le primate, le chimpanzé. Il y a eu beaucoup des images qui sont venues par des jeunes Iraniens qui travaillent le Photoshop, on le voyait en posture de chimpanzé. Quand il y a eu le choléra en Iran, on a dit c'est Ahmadinejad qui a lavé ses chaussettes dans le barrage de Téhéran. Je veux dire, il y a beaucoup de blagues sur lui quand il y a eu des trucs de pollution et ils avaient fermé tous les universités pendant 3 jours. C'est Ahmadinejad qui avait éternué dans la rue avant de partir pour l'ONU. Donc les gens, le seul moyen qu'ils ont pour accepter cette chose qui est inacceptable, cette chose qui veut qu'on pend des jeunes gens à des grues et on les laisse pendant 3 jours dans la rue au vu des enfants, c'est l'humour. Ceci dit, maintenant il rigole un peu moins parce qu'il voit que le régime a radicalisé son discours. C'est pas un seul homme, c'est un homme qui sert de porte-parole à une volonté plus large et que peut-être ils vont être les victimes encore plus de ce régime. Ils vont peut-être être bombardés ou avoir d'autres malheurs qui s'abattent sur l'Iran. Et pourquoi ce président tient-il des propos antisémites alors que ceci ne peut apporter à l'Iran qu'un désaveu général de la part de la communauté internationale? Ce discours a toujours existé. Ce discours est le discours de Khomeini et le discours de Khatami également. Il faut vous rappeler que c'est sous Khatami qu'il y a eu 13 juifs iraniens, dont un était cordonnier et un autre gardien de cimetière, étaient accusés d'être des espions. Alors je ne sais pas ce qu'ils pouvaient espionner, ces pauvres malheureux. Le régime utilise tout ce qu'il a entre les mains, les affaires nucléaires, les affaires terroristes, le Liban, l'Irak, les Juifs, tout pour créer des crises. C'est un régime qui surfe sur les crises.
Et quand il arrive dans des histoires, dans des impasses sur le nucléaire, il invente l'affaire d'Israël. Je pense que c'est lié au fait qu'à un moment donné, ils ont envisagé abandonner ce discours nucléaire, parce qu'ils voyaient que c'était très dangereux pour l'Iran, ils allaient être sanctionnés, et s'ils sont sanctionnés, le régime peut s'effondrer, parce que c'est un régime très sécuritaire, et si l'économie s'arrête, il ne pourra plus payer à peu près 1 million de forces anti-émeutes, qui sont des miliciens assez féroces, et il a eu besoin de trouver quelque chose qui remplace ce discours d'indépendant nucléaire, nous allons avoir la bombe, c'est la bombe du djihad, quelque chose qui le remplace auprès des musulmans intégristes, excités et exaltés du monde, qui est le discours antisémite, antisioniste, qui est très simple à utiliser, et on peut faire confiance aux stratèges du régime de trouver toujours une provocation qui va plus loin. Et le dernier, c'est puisque les Européens ont tué des Juifs, ils ont qu'à les prendre. C'est une construction intellectuelle. Alors, on peut se révolter contre cette construction intellectuelle, mais c'est une construction intellectuelle, c'est fait par des gens intelligents. L'opposition politique en Iran à l'extérieur de l'Iran, pensez-vous qu'il y a véritablement un potentiel de renversement du régime, vous qui depuis près de 20 ans résistez à ce régime? Il y a ce potentiel, c'est que, comme je vous ai dit, il y a 20 millions de gens qui portent les cicatrices de la guerre. Les jeunes sont très malheureux. Le salaire, et ça c'est les chiffres de l'État, le salaire de fonctionnaire et de l'ouvrier est environ $100. Le loyer d'un 2 pièces est $300. Alors, ça ne tombe pas logique. Hier, l'équipe de France Inter était à Téhéran. Le monsieur qui est envoyé spécial, Colomba, il a dit « J'ai trouvé les Iraniens très dynamiques ». Évidemment, quand on est obligé d'avoir 3 boulots et on est lieu de courir d'un endroit à l'autre, on a l'air dynamique, on n'a pas l'air abattu ou assis. Si on arrive en France, on pourrait penser que les gens sont en vacances parce qu'ils ont un travail et ils veulent avoir leur RTT, leur week-end, une vie normale. Mais quand vous n'avez pas de revenus et il faut avoir 3 travails, évidemment, vous êtes dynamique. Et c'est le cas, évidemment, aussi des gardiens de révolution. Les gardiens de révolution du niveau de colonel gagnent plus comme peintre de bâtiment le week-end qu'avec leur salaire de miliciens reconnus par l'État. Donc, il y a les ingrédients que les gens cessent de se résigner. Mais en même temps, je pense que le changement ne viendra pas de la population, mais des miliciens. C'est-à-dire que s'ils sentent que le régime est complètement foutu, que les mollahs vont partir et les laisser sur place face au peuple en colère, ils vont peut-être bouger. Et un des moyens de les inciter dans cette voie, c'est imposer des sanctions économiques à l'Iran. Il faut savoir que comme les 85% des Iraniens sont en dessous du seuil de pauvreté, les sanctions ne vont pas les toucher plus que maintenant. Ils vont toucher les finances de l'État, les salaires des ministres, $20,000 par mois, $100 pour un médecin qui a fait 6 ans d'études et $20,000 pour un mollah qui est bien né. Donc, il y a une disparité totale, il y a une haine féroce. Les miliciens ont depuis 2 ans ordre de ne plus sortir tout seuls dans la rue, parce que quand ils sortent seuls, ils sont tués, dénudés et déchiquetés et jetés dans la rue, un peu comme ce qui se passe en Irak, mais là c'est la colère. La révolution iranienne date de 1979. On nous a toujours dit, c'est bientôt fini peut-être, il y a eu beaucoup de signes avant-coureurs d'une chute proche du régime. Or, ça dure depuis 27 ans. Ne craignez-vous pas que ce soit un régime ad vitam qui s'arrêtera jamais? Je ne pense pas qu'il existe de régime ad vitam aeternam. Mais ce régime est soutenu par l'Europe. C'est vraiment le réservoir du pétrole de l'Europe. Je veux dire, quand vous faites des recherches pour savoir combien de pétrole partant d'Iran arrive en Allemagne, vous trouvez 0% quand même. Sur les statistiques officielles de l'Allemagne, vous trouvez 0%. En fait, c'est que les Allemands, les Européens en général, Shell, Statoil norvégien, Total,
extraient eux-mêmes leur pétrole en Iran. Donc ils ne comptabilisent pas comme pétrole iranien, mais comme pétrole français ou allemand. Donc 17% du pétrole pour la France vient de l'Iran, pareil pour le Japon et les autres pays. La Chine a 13%. La Chine a commencé à se détacher de l'Iran et il va acheter en Arabie Saoudite, pareil pour l'Inde. Mais les Européens ne semblent pas être intéressés d'acheter ailleurs parce qu'ils achètent des droits d'exploitation en Iran. Et ces droits d'exploitation sont calculés par des experts de deux côtés afin de diviser le prix effectif du baril. Et le baril iranien revient pour les Français à 8 $, quand le marché est à 64 $. Donc vous comprenez que les intérêts sont énormes. Et même s'il y a 80 parachutistes français qui sont tués au Liban en 84, s'il y a 4 prises d'otages, c'est vraiment un petit prix payé en échange d'intérêts qui sont énormes pour l'économie française. Donc les Européens soutiennent ce régime et il ne faut pas trop compter sur eux, mais en fait le régime lui-même est malade. Les Israéliens sentent que l'étau se resserre autour d'eux. Ça a commencé par l'Iran, puis le modèle iranien s'est propagé au Liban avec le Hezbollah et maintenant avec le Hamas. Pensez-vous que les Israéliens ont vraiment des raisons de craindre ? On me pose beaucoup cette question. C'est-à-dire que depuis très longtemps, la République islamique peut cibler Israël. Parce que depuis très longtemps, il y a des missiles qui sont des missiles nord-coréens Nodong, qui les a achetés, il les a rebaptisés Shahab, qui veut dire météore, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, un terme céleste. Voilà. Donc il peut atteindre l'Israël depuis longtemps. Nous pensons qu'ils ont déjà peut-être les rudiments d'une bombe, qu'ils ont commencé à les expérimenter. Mais je ne pense pas qu'ils attaqueraient Israël tout de suite parce que ça serait la guerre mondiale. Leur politique, c'est un problème, c'est une politique de contournement et d'avancée, d'infiltration. Donc il y a beaucoup de musulmans en France, ils les incitent à devenir plus musulmans, plus islamistes. À ce fin, on met en place des télés islamiques par satellite qui sont très foisonnants. En même temps, le Hezbollah que vous avez cité a été créé en 83 par les Iraniens, par les mollahs. Le Hamas est financé par les mollahs. Alors, il a été financé directement, 30 millions de $, et une partie financée par la Syrie. La Syrie est fournie en armes et en pétrole par l'Iran. L'Iran achète des missiles des soviétiques et il les remet aux Syriens. Donc en fait c'est un réseau. Aujourd'hui j'ai l'impression que les Américains commencent à vouloir couper les tentacules en faisant des offres façon offre libyenne au Hamas et au Hezbollah pour les intégrer dans un jeu politique et en faire des partis politiques. Il faut compter avec ces gens parce qu'ils existent et ils se disent que ces gens-là ils aimeront le pouvoir comme tous les politiciens. Et comme ils ont été élus, cette élection est plus importante que les prouesses intifada qu'ils ont fait, et qu'ils voudront garder le pouvoir et faire des choses pour leur pays. Bon, ça reste assez spéculatif tout ça. Mais quand même, s'ils coupent les liens entre ces mouvements, qui sont des mouvements mercenaires, donc si quelqu'un leur offre plus, ils pourraient aussi changer de camp. Il ne faut pas oublier que c'est des mercenaires. Ils pourraient facilement isoler l'Iran. Et ça serait à ce moment-là qu'ils pourraient tenter des choses contre l'Iran et pas avant. Vous dites pas d'attaque tout de suite, mais après ? Oui, je pense que ce que je disais hier à une étudiante française qui aime beaucoup Israël, je disais, c'est un peu méchant de le dire, mais c'est comme la politique de la cerise sur le gâteau. Les enfants aiment bien d'abord manger tout le gâteau et la cerise à la fin. Une fois qu'ils auront investi toute la région, une fois qu'ils ont créé des foyers de nuisance et neutralisé l'Amérique sur plusieurs fronts, une fois qu'ils ont investi, entré dans les assemblées en Europe
et sont devenus des forces, Israël sera étouffé sur place. Et le Hamas, dernière question, plus particulièrement sur le Hamas. La victoire du Hamas dans les territoires palestiniens, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je vous ai dit, c'est que j'ai trouvé ça choquant. C'est un mouvement terroriste, mais en même temps, là, il doit tomber le masque. C'est-à-dire, est-ce qu'il va garder les 30 millions de dollars de l'Iran et renoncer aux millions américains, aux milliards américains et européens, ou il doit modifier sa politique? Je pense que les Américains préfèrent, même à la rigueur, un Hamas pro-russe ou pro-autre chose qu'un Hamas pro-iranien. Et les Iraniens l'ont compris. Au lendemain de la victoire de Hamas, il n'y a pas eu de manifestation spontanée en Iran, il n'y a pas eu de déclaration intempestive, victoire, Hamas a réussi, parce qu'en même temps, ils sentent que ces gens qui sont formés sur le terrain peuvent être tentés par autre chose, par le pouvoir, et là, le régime iranien est battu à son propre jeu. Kavé, merci et à bientôt sur infolive.tv. Merci beaucoup.